En France, près de 200 000 personnes vivent avec le virus du sida. Le VIH, découvert en France en 1983, fait donc toujours partie de nos vies. C'est ce que rappelle encore une fois cette année l'association Aide qui lutte contre ce virus et qui vient de lancer une nouvelle campagne baptisée « Il est temps de voir le VIH sous un nouvel angle ». On en parle aujourd'hui sur Radio avec la présidente d'Aide. Bonjour Camille Spire. Bonjour. Alors avant de parler de cette nouvelle campagne, très factuellement, aujourd'hui, quelle est l'ampleur du virus du sida en France ? Vous l'avez rappelé juste avant, effectivement, en France, il y a 200 000 personnes qui vivent avec le VIH, dont 10 000 personnes qui l'ignorent. Il y a eu quand même encore 5 000 nouvelles découvertes de contamination l'année dernière. C'est à peu près pareil que les années précédentes, malgré une hausse de dépistage importante. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. On est sur une trajectoire très positive, parce que aujourd'hui les traitements existent, et on rappellera sûrement ensuite quelques messages de prévention, mais on n'est pas encore à la fin. C'est le dernier kilomètre qui est toujours le plus compliqué à franchir, et donc on a encore besoin de pas mal de public et d'attention sur le sujet. Mais au niveau de la découverte de nouveaux cas de contamination, c'est assez stable au niveau de l'évolution ? Ces dernières années, effectivement, c'est assez stable. On est toujours autour de 5 000 personnes qui découvrent leur séropositivité. D'une certaine manière, on aimerait que ce soit un peu plus, dans le sens où on voudrait réussir à trouver ces 10 000 personnes qui sont porteurs du virus et qui ne le savent pas, parce que c'est ces personnes-là qui sont en fait le plus à même de ensuite développer des maladies opportunistes et donc d'atteindre un tas de sida. Et plus on est dépisté tardivement, et plus il y a des complications après. Alors, et par ailleurs, comment on se situe par rapport aux autres pays européens dans ces nouveaux cas ? La tendance, elle est assez similaire en Europe de l'Ouest. Il y a vraiment deux, on va dire, il y a l'Europe de l'Ouest et il y a l'Europe de l'Est. Alors, en Europe de l'Est, les contaminations, elles explosent. Mais en Europe de l'Ouest, dans les pays, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Grande-Bretagne, c'est plutôt, on est à peu près dans les mêmes tendances, à peu près la même trajectoire. Et dans les pays de l'Europe de l'Est, comment on peut expliquer cette hausse de contamination ? C'est parce qu'on dépiste plus aussi ? Alors non, en Europe de l'Est, la problématique, c'est que les politiques sont extrêmement répressives. Elles sont déjà un peu répressives en France, particulièrement sur les usagers de drogue, mais dans les pays d'Europe de l'Est, il y a quasiment plus de prévention, d'outils de prévention en fait. Par exemple, les seringues. Nous, depuis les années 90, on distribue des seringues propres contre les seringues usagées, ce qui fait que dans la population d'usagers de drogue, il y a vraiment très, 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 très peu de contamination au VIH aujourd'hui. Vraiment extrêmement peu, grâce à ça. Ces programmes-là, ils se sont tous arrêtés, les programmes de réduction des risques, tous arrêtés en Europe de l'Est, et l'épidémie, elle a flambé. Et vous disiez qu'en France, c'est mieux, même s'il y a encore quelques réticences de la part des pouvoirs publics à axer la prévention sur cet axe-là, sur celle des consommateurs de drogue ? Alors en France, il y a plusieurs types de politiques répressives. Il y a les usagers de drogue, on en parle beaucoup aujourd'hui, en ce moment. Nous, à Paris, par exemple, on a un centre d'accueil des usagers de drogue qui a été obligé d'être suspendu du fait de pression politique et de voisinage, etc. Donc c'était extrêmement compliqué. Qui était situé où ? Qui est dans le centre de Paris, rue de Cléry. Mais on n'est pas les seuls, il y a d'autres... Globalement, il y a une politique très répressive actuellement sur l'usage de drogue. On entend beaucoup parler dans les médias, mais également vis-à-vis des migrants. Et nous, aujourd'hui, l'épidémie, elle se situe beaucoup dans les personnes qui sont nées à l'étranger et qui, en fait, arrivent sur le territoire français et se font dépister. La plupart, en fait, c'est soit en France, soit dans le parcours migratoire qu'ils ont été contaminés au VIH. Et ils sont pas arrivés en France pour se faire soigner, c'est qu'ils arrivent en France et ils sont contaminés en France. Donc les migrants, les politiques migratoires, elles sont très répressives. Et puis également vis-à-vis des travailleuses du sexe. Et la nouvelle campagne d'aide lancée à l'occasion de la dernière journée mondiale de lutte contre le sida a pour titre « Il est temps de voir le VIH sous un nouvel angle ». Quel doit être ce nouvel angle que vous appelez de vos voeux ? Alors, le nouvel angle, c'est pour rappeler en fait que... Voilà, déjà, on avance effectivement dans la lutte contre le VIH et on n'est pas encore au bout. L'objectif du ruban rouge, en fait, c'est que quand on aura gagné, on l'inverse complètement et ça fait un lever de la victoire. Là, on est au milieu, 90%. C'est-à-dire qu'il y a eu une avancée extrêmement importante en 2008. Ça fait quand même 15 ans que c'est nouveau, mais pas vraiment. Mais on arrive peu à faire passer le message. C'est qu'une personne qui est sous traitement, sa charge virale devient indétectable et elle ne transmet plus le virus. Et le fait qu'une personne séropositive sous traitement ne transmet plus le virus, c'est révolutionnaire, c'est inattaquable scientifiquement.
Vraiment. Enfin, c'est vraiment un fait scientifique. Il y a un consensus scientifique sur le Complètement, sujet. Un consensus scientifique. Et ça veut dire que pour elle-même, déjà, une personne, elle ne va pas contaminer quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'elle se protège, enfin, elle protège les autres. En fait, c'est un moyen de prévention. Non seulement c'est du traitement, mais c'est aussi un moyen de prévention, en fait. Donc c'est extraordinairement important, cette information. Même si selon une enquête IFOP que vous avez, que l'IFOP a réalisée pour Aide en 2024, près de 8 Français sur 10 ne connaissaient pas cette information, ce que vous venez de dire, qu'une personne vivant avec le VIH sous traitement ne transmet plus le virus quand la charge virale est indétectable. Et 16% des Français seraient encore aujourd'hui mal à l'aise à l'idée de côtoyer une personne vivant avec le VIH. Comment vous expliquez que ces clichés, d'une certaine manière, puisque ça correspond à de fausses informations, ils soient encore bien présents aujourd'hui en France? En fait, la science a évolué assez rapidement. Enfin, en vrai, le virus, il a 40 ans, une quarantaine d'années. Les mentalités, elles ont évolué beaucoup plus lentement. Ça, c'est certain. Alors, il faut dire aussi que c'était un vrai traumatisme collectif. Enfin, le VIH, toutes les personnes qui sont décédées du sida, et donc c'est compliqué de faire passer certains messages parfois un peu optimistes, entre guillemets, enfin, en tout cas, qui reflètent la science, mais qui sont positifs. Donc, ça a du mal à passer. Par ailleurs, il n'y a plus aucune campagne nationale en fait, de l'État sur le VIH, sur le sida. Comment on explique ça, que l'État ne soit pas toujours dans une démarche proactive vis-à-vis de la lutte contre le sida? Parce qu'il se remet sur les associations comme vous? Alors, il y a une partie, effectivement, des explications ils se reposent sur les associations. Et d'un côté, c'est très bien, parce qu'on fait des choses que ne fait pas l'État. Mais on n'a pas la force de frappe de l'État du tout, absolument pas. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, que ne fait pas l'État aujourd'hui? Alors, ce qu'on peut faire, et ce que l'État ne ferait pas forcément mieux, en tout cas pourrait difficilement faire, c'est aller vers les communautés qui sont les plus touchées. Ça, c'est nous, vraiment notre spécificité, notre ADN, j'ai envie de dire. Nous, on va aller vers les publics, les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, les personnes migrantes d'origine d'Afrique subsaharienne, les travailleurs du sexe. Vraiment, on va aller vers dans leur lieu de vie, dans leur lieu de sociabilité. Et ça, effectivement, c'est parce qu'on est une association qui est communautaire, donc composée aussi des publics qui sont les plus concernés, qu'on peut le faire. Et ça, c'est effectivement très pertinent en termes de politique de santé publique. Mais pour toucher le grand public, nous, on n'est pas du tout assez gros, assez armés pour pouvoir le faire. Et ça doit se compléter, en fait. Avoir vraiment des grandes campagnes qui permettent d'informer tout le monde de où est-ce qu'on en est. Parce que ça évite justement la méconnaissance et donc de la sérophobie, c'est-à-dire la discrimination envers les personnes qui sont séropositives. Ça pourrait se faire au niveau européen, par exemple, ces campagnes de prévention. Il pourrait y avoir même de communication des institutions européennes sur le dépistage, sur la lutte contre le sida? Ça pourrait tout à fait se faire au niveau européen. Après, c'est pas une compétence obligatoire, c'est toujours le problème au niveau européen, parce nous, on siège dans certaines instances de sorte de think tank, de conseil, en tout cas de la société civile auprès des institutions européennes, mais on sent que comme c'est pas forcément la priorité actuellement, mais ça pourrait tout à fait se faire, ce serait très pertinent d'ailleurs. Parce que vous l'avez dit, il y a peut-être aussi des réticences de certains pays. Certains pays peuvent être très réticents et le fait qu'il y a beaucoup de décisions par consensus au niveau européen, ça peut freiner effectivement. Alors on parlera de dépistage, mais simplement sur les clichés, les idées reçues sur le virus du sida. On a cité ce chiffre, 16% des Français qui se sentent mal à l'aise à l'idée de côtoyer une personne vivant avec le VIH. Quels sont encore aujourd'hui les clichés autour du sida qui sont les plus répandus dans la population? On va avoir les modes de transmission qui sont quand même encore... Pourtant, même si ça commence à faire longtemps qu'on les connaît, ils sont pas toujours connus. Attraper le virus par un baiser, par exemple, ou en touchant à son voisin, ou en utilisant le même matériel. C'est pas le Covid, en fait. C'est ça aussi. Il faut pas. Et heureusement, sinon le virus. Je sais pas quelle serait la catastrophe, encore plus, qui serait aujourd'hui en France, mais c'est beaucoup les modes de contamination. Et puis ça, en fait, le problème, c'est que ça se rajoute à d'autres discriminations, puisque ce sont des publics qui sont... On peut tous être concernés par le VIH, mais malheureusement, il y a des communautés qui sont plus touchées que d'autres. Et donc, les personnes qui sont homophobes, par exemple, ça va se rajouter, en fait. Les discriminations vont se combiner, en fait. Pareil, vis-à-vis des personnes migrantes, usagers de drogue, toujours pareil, en fait. Les personnes qui sont déjà les plus à la marge, en fait, les gens qui sont les plus discriminés, c'est eux qui vont encore plus subir, en fait, la sérophobie.
On parle de lutte contre le sida aujourd'hui sur Euradio. L'association Aide lance une nouvelle campagne baptisée « Il est temps de voir le VIH sous un nouvel angle ». On en parle aujourd'hui sur Euradio avec la présidente d'Aide, Camille Spire. Alors selon un rapport de l'OMS sur l'Europe qui date de 2024, une personne sur 9 aujourd'hui vivant en Europe de l'Ouest avec le sida ne connaît pas son statut. Comment ça s'explique d'après vous ? Personne ne connaît pas leur statut parce que ça fait encore peur, en fait. Et c'est pour ça ce qui est très compliqué en termes de communication autour du VIH, c'est que, en même temps, il faut bien savoir que le virus, il est toujours là. Il y a toujours des risques. Il faut toujours se protéger. Et en même temps, une personne qui est séropositive sous traitement, elle a une espérance de vie qui est similaire à celle d'une personne séronégative. Donc c'est l'équilibre entre ne pas faire trop peur, parce que si les gens ils ont trop peur, ils vont pas se faire dépister. Enfin, si on risque d'apprendre la nouvelle et du coup d'avoir un vrai risque de santé mentale, les gens ils vont plutôt pas aller se faire dépister. Et c'est ça qui explique quand même beaucoup une personne sur 9. Sachant qu'en France, c'est 24 000 personnes, on estime, qui sont atteintes du VIH, mais qui ne connaissent pas leur statut, qui donc ne savent pas qu'ils sont contaminés. Alors 24 000, c'était il y a 2 ans. On a un petit peu réduit les 24 000. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. Ce qui marche, ce qui fait qu'en fait, on est passé des 24 000 à autour de 10-15 000. On ne sait pas trop. Donc grâce au dépistage. Grâce au dépistage, grâce aux campagnes, grâce à la diversification des outils, en fait. Le dépistage, on peut le faire dans des laboratoires. Et il y a même sans ordonnance, quand tu as moins de 26 ans, etc. Ça, c'est extraordinaire, c'est super, vraiment. Pouvoir faciliter l'accès au dépistage. Les assos qui font du aller vers, vraiment en faisant du dépistage rapide, et ensuite en l'accompagnant vers l'hôpital pour confirmer les tests. Tout ça, c'est vraiment... plus on facilite en fait l'accès, et moins il y a de personnes qui ne se font pas dépister. Mais il reste toujours cette petite portion de personnes qui ont trop peur. Alors comment est-ce qu'on peut encore mieux dépister, améliorer ce dépistage ? Eh bien, grâce justement à un travail sur la méconnaissance du virus. Je pense que c'est là où on a besoin pour les plus jeunes, d'éducation sexuelle à l'école. Vraiment, ça c'est quelque chose qui a bien baissé et il va falloir réinciter là-dessus parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui les connaissances baissent chez les jeunes. Pourtant, elle a, entre guillemets, cette éducation à l'école a évolué avec les EVARS, l'éducation à la vie sexuelle et affective. C'est pas encore suffisant, alors ça vient d'être mis en place, mais... Ça vient tout juste d'être mis en place, en fait, et grâce aux assos qui se sont battus pour que ce soit effectif. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne vraiment dans les faits à partir de maintenant. Est-ce que vous avez des premiers retours, justement ? Pas encore. On n'a pas encore de premiers retours. On va voir. C'est encore un petit peu trop frais, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est très important. Et après, c'est vraiment, en travaillant sur les messages du style une personne qui est séropositive sous traitement ne transmet plus le virus, que les traitements aujourd'hui en France, on a vraiment la chance, les traitements qui sont gratuits, qui sont accessibles partout, vraiment partout, et c'est pas donné dans tous les pays du monde, clairement pas. Donc en rappelant ces messages-là, les modes de transmission, le fait qu'une espérance de vie elle est similaire quand on est traité très tôt, tout ça, je pense que ça permet de vraiment aller plus loin. Et dernière chose, mais c'est pas directement lié au VIH, mais c'est effectivement toutes les politiques, et j'en parlais un petit peu plus tôt, migratoires, politiques vis-à-vis d'usagers de drogue, politiques vis-à-vis de travailleurs du sexe, en fait, plus elles sont répressives et plus elles éloignent du soin, donc de la prévention. Donc pour résumer, les personnes qui ont le sida aujourd'hui ou qui pourraient être contaminées sans le savoir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elles sont encore stigmatisées aujourd'hui en France, un peu plus largement même en Europe. Aujourd'hui, elles sont encore stigmatisées, vraiment, encore une fois, pour plein de raisons différentes, mais parce que c'est difficile d'enlever les images des années 80 de la tête des gens, mais c'est vraiment de la méconnaissance. Et on espère surtout que les gens n'arrivent pas au stade sida, en fait, c'est ça aussi le truc, parce que quand on arrive au stade sida, ça veut dire qu'on peut en revenir, on peut revenir à une charge virale qui est indétectable, etc., mais forcément, le corps, il subit plus de traumatisme. Et sur la jeune génération, vous parlez d'éducation sexuelle à l'école, mais que fait Aide en parallèle pour justement casser ces clichés, ces fausses images qu'on a autour du virus du sida et de la contamination ? Alors, nous, à Aide, on est situé dans 56 lieux physiques, que ce soit en métropole et en outre-mer. Donc, notre force d'action, elle est sur le terrain, donc, c'est-à-dire on va vraiment, on va dans les lieux de vie, dans les lieux... Et c'est là où on touche les gens et c'est vraiment en parlant qu'on arrive un peu à travailler la stigmatisation. Après, on va aussi essayer de toucher le plus possible
les jeunes, mais les jeunes dans les communautés les plus concernées. Parce que, encore une fois, nous, on n'a pas la force de frappe d'aller voir tous les jeunes. Et parce que c'est eux qui ont le plus de risques. Hein. Dans les nouvelles contaminations, il y avait plus de la moitié qui étaient les personnes qui étaient nées à l'étranger, parmi les jeunes en question. Donc, on essaie de cibler cela. On a encore du boulot à faire, hein, notamment sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Il faut qu'on continue à faire évoluer nos modes d'action, en fait, pour pouvoir toucher ceux qui sont les plus jeunes, même si, par exemple, les plus de 50 ans, il y a plus de 50 ans qui ont découvert leur séropositivité l'année dernière que de jeunes de moins de 20 ans. Donc, il y a aussi les plus vieux. Comment on explique ce chiffre-là ? En fait, on n'a pas encore complètement creuser les explications parce que on se dit que c'était la génération qui était quand même au cœur de l'épidémie, mais c'est aussi des personnes où c'est des deuxièmes vies, donc parfois la prévention on oublie. Donc il faut continuer, et ça veut dire aussi que il faut continuer à travailler ça parmi toutes les générations. Alors il y a, avant la contamination, tout l'aspect prévention, mais une fois que la contamination est là, il y a la question du traitement qui peut se poser. Où on en est aujourd'hui sur l'accès à des traitements en Europe et en France donc ? L'accès aux traitements en Europe, et encore une fois, surtout alors en France particulièrement, il faut le dire, notre système il est pour le coup très protecteur dans un sens positif du terme, c'est-à-dire que tout est remboursé. Donc les traitements, en plus, c'est pas les mêmes que ceux des années 80-90, hein, surtout 90. La trithérapie sont arrivés en France dans beaucoup de pays en 96, et c'était beaucoup de médicaments. Aujourd'hui, ça va être un médicament tous les jours, voire pas forcément tous les jours. Et on est vraiment en train d'avancer, voire même faire des injections, c'est-à-dire une injection tous les 2 mois, voire peut-être bientôt tous les 6 mois. Il y a ce qu'on appelle la PrEP, notamment. Alors, et la PrEP, ça, c'est la prévention. Ça, c'est sur la prévention, c'est la prévention. Avant. C'est avant, et c'est aussi un médicament qu'on va prendre soit tous les jours, soit en discontinu, et qui protège du virus aussi bien qu'un préservatif, quand on le prend correctement. Donc ça, c'était la diversification des outils de prévention. C'est vrai que j'en ai pas parlé avant, mais c'est effectivement important d'avoir une palette d'outils de prévention, nos préservatifs, la PrEP, le dépistage fait partie vraiment des outils de prévention. Et dans les traitements, on a vraiment aujourd'hui... l'important, c'est d'avoir des traitements qui aient le moins d'impact sur la qualité de vie, qui soient le plus facile en termes de prise et le plus allégé possible sans que ça ait d'impact sur la charge virale. C'est vraiment là-dessus qu'on se dirige. Mais aujourd'hui, on n'a pas un traitement qui permet d'être soigné définitivement du virus du sida. Ça n'existe pas. Non, on ne peut pas être guéri du virus. Il y a eu 3-4 cas dans le monde, en fait, où il y a eu des guérisons grâce à des greffes de moelle extrêmement compliquées qui ne sont pas du tout réplicables, mais qui fait que de plus en plus, on s'approche d'essayer de comprendre ces quelques derniers réservoirs en fait, de virus, parce que même si on est en parfaite santé, etc., il reste des petits... On ne peut pas encore complètement enlever le dernier virus. Mais vous sentez qu'on est proche que la recherche est proche aujourd'hui de trouver pardon de l'expression, mais un peu un traitement miracle contre le sida ? Pour l'instant, on n'en est pas un traitement miracle. On n'est pas non plus proche d'un vaccin, par exemple, parce qu'en fait, c'est un virus qui est extrêmement compliqué, qui mute tout le temps. mais en revanche, on est proche de traitements qui sont 2 injections par an. C'est vraiment, quand même, on se rapproche de quelque chose qui reste à vie, c'est vrai, ça reste à vie, mais très peu contraignant, quoi. Donc l'horizon d'un monde sans sida, c'est envisageable, c'est un horizon proche, lointain, selon vous ? C'est vraiment un horizon qui est envisageable, dans le sens où, avec le fait quand quelqu'un est sous traitement ne transmet pas le virus, potentiellement on peut arriver à la fin des nouvelles contaminations, en fait. Ici, à la fin des nouvelles contaminations ou des résiduelles, on arrive rapidement à la fin de l'épidémie, en fait. Mais pour ça veut dire des sous, des financements, du soutien politique public. Et actuellement, en fait, on arrive à un tournant inverse, c'est-à-dire que en France, les subventions baissent, et dans le monde, c'est encore plus catastrophique. Depuis 2025, là, il y a un vrai souci. On avait un objectif 2030, fin des nouvelles contaminations. On sait que ce ne sera plus le cas. Pourquoi ? Parce que tous les financements ont baissé. Les financements américains, en fait, notamment, ont été complètement stoppés depuis janvier 2025. Sauf dans le cadre du Fonds mondial de lutte contre le VIH, mais qui a quand même récolté beaucoup moins de sous que ce qu'on pensait. Donc, globalement, en fait, quand les États-Unis, qui finançaient par leurs fonds propres 56% de toutes les dépenses du VIH dans le monde, s'arrêtent, ça veut dire moins de traitements, ça veut dire... et même quand les traitements arrivent, en fait, il faut qu'ils soient
c'est con, il faut qu'il soit distribué, il faut qu'il y ait des camions, il faut qu'il y ait des pères éducateurs qui accompagnent les personnes pour les prendre, il faut qu'il y ait de la prévention et tout ça, c'est plus tout financé. Donc les assos, elles licencient à tour de bras. Et on estime que depuis janvier dernier, il y a déjà eu presque 150 000 morts en plus, en fait, du fait des décisions américaines. Ce qui prouve donc que le sida est évidemment encore là et bien là, et vous l'avez rappelé, Camille Spire, on n'est pas encore proche de la fin de l'épidémie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes présidente d'AID, la plus importante association de lutte contre le sida en France et en Europe. Et donc il y a cette campagne que l'on peut voir un petit peu partout. Il est temps de voir le VIH sous un nouvel angle. Merci Camille Spire d'avoir été l'invitée de Radio. De rien, merci.